Espace TV, le 22h. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Espace Écalac TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principales articulations. À la une de l'actualité, la situation a été très tendue ce mardi à Dinguiraye où de nombreux jeunes ont marché pour exiger le départ de leur préfet, le lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo. Ils accusent ce dernier de détournement de fonds et de mauvaise gestion des ressources minières destinées bien sûr à la préfecture. Précision à suivre dans ce journal. Et puis, c'est un secret de polichinelle. Oui, depuis des mois, la connexion Internet laisse à désirer en Guinée. Ce, à cause des multiples perturbations du réseau, entreprises en ligne, les institutions publiques et privées, tout le monde paye le prix. Et ce qui ne laisse pas indifférent l'association des blogueurs de Guinée qui se dit aussi affectée. La rubrique Notre langue nous amène aujourd'hui à Mamou, précisément à Timbo, capitale du Fouta théocratique. Ce petit village, vous le savez, situé entre Mamou et Dabola, occupe à lui seul l'essentiel de l'histoire du Fouta Djallon, avec une quinzaine de sites, chacun avec une histoire à la fois particulière et très remarquable. Nous sommes mercredi 9 décembre 2020. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci encore une nouvelle fois de votre fidélité à Espace Écalac TV. Tout d'abord, les jeunes de Dinguiraye, oui, étaient dans la rue hier mardi pour demander le départ du préfet, le lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo, vous allez le voir, mis en cause dans la gestion des ressources minières. Le préfet dément toutes les accusations portées à son égard. Des interpellations auraient été donc enregistrées et des auditions effectuées. Mamadou Sadio Baldi nous en dit plus. Les zones minières et ces perpétuels mouvements. Les autorités locales sont souvent pointées du doigt dans la gestion des fonds issus de l'exploitation des ressources minières. Les jeunes de Dinguiraye veulent se montrer plus regardants. Aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est la disponibilisation des 24 milliards dans le compte du FODEL de Dinguiraye afin que les communes puissent rentrer en possession de leurs fonds et que selon la procédure et selon le manuel de procédure, que les jeunes aient les 20%, les femmes les 20%, les 30% pour les projets économiques ainsi de suite selon la procédure. Le préfet rejette toutes les accusations. Le lieutenant-colonel Mamadou Lamarana Diallo souligne que l'argent se trouve dans un compte sécurisé. C'était dans l'émission Les Grandes Gueules. Ils ont ouvert un compte. Il y a un guichet de la Banque centrale dans l'enceinte de la Bissegui à Farana, là où l'argent de 12 milliards 200 et quelques millions a été viré. Aucun franc de ces 12 milliards n'a été touché. Jusqu'ici, juste là où je vous parle. Malgré tout, les jeunes ont maintenu leur manifestation. D'ailleurs, ils n'hésitent plus à demander son départ. Donc on ne veut plus de lui. On veut que Monsieur le Président de la République vole au secours des populations de Dinguiraye afin qu'on puisse avoir un cadre intègre patriote qui viendra travailler pour Dinguiraye et non pour travailler pour s'enrichir au détriment de la population de Dinguiraye. Pour le préfet, ce n'est qu'un groupe de frustrés qui tenterait de déstabiliser l'autorité administrative. Ce n'est qu'un petit groupe de jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes de Dinguiraye qui veulent se manifester. Suivez ici aussi. Je vous ai dit que c'est une question d'intérêt personnel, que les anciens entrepreneurs se sont réunis pour pouvoir maintenant déstabiliser l'autorité préfectorale. Depuis l'arrivée du président, aucun préfet n'a fait 4 ans ici. Tous les préfets qui ont quitté ici, c'est 1 an et demi, 2 ans, on lui crée des problèmes. Tous les préfets qui ont quitté à Dinguiraye, c'est comme ça. C'est connu de tout le monde. Selon certaines indiscrétions, il y aurait eu des arrestations et des auditions sont en cours. L'absence répétée des ministres du gouvernement Kassori dans les activités du Parlement guinéen impacte négativement sur le chronogramme de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, craint même que le budget ne soit exécuté par ordonnance à cause, bien sûr, du refus des membres du gouvernement de se prêter aux questions donc, des parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale prévient qu'aucun test ne sera voté sans un examen approfondi. Mamadou Boulere Diallo nous signe ses explications. Les parlementaires ont eu des difficultés à rencontrer certaines régies financières
pour que ces dernières répondent aux préoccupations des députés, déclare son président de l'institution. Amadou Damaro Camara trouve aussi des incohérences entre les ministères à recettes et les prévisions du département du budget. Il déplore aussi que l'intercommission du 4 décembre dernier soit reportée à cause de l'absence des ministres concernés. À cause donc de ces manquements, de l'absence, ou ce que je peux dire, du refus de certaines régies de venir, nous n'avons pas pu achever l'examen du volet recettes. Je vais faire une seule promesse. Tout texte qu'on n'examinera pas, nous n'aurons aucune possibilité de nous prononcer là-dessus. Pourtant, poursuit-il, c'est une obligation pour les ministres de se présenter aux parlementaires quand ils le sollicitent. Ce n'est pas pour les beaux yeux des députés que les membres du gouvernement doivent se présenter à leur appel. Mais c'est constitutionnel à l'article 86 de la Constitution. L'Assemblée nationale s'est engagée à voter la loi des finances initiale 2021 avant la fin de l'année. Mais pour que cette promesse tienne, le chef du pouvoir législatif pose des conditions. À condition que tous les ministres pour le volet recettes là, qui sont concernés viennent et que tous les ministres et cadres concernés se présentent aussi à date pour le volet dépenses. Sinon, je crains que l'on exécute le budget par ordonnance, par défaut de pouvoir voter convenablement ce texte par les députés. Aux dernières nouvelles, les plénières sont suspendues jusqu'au 16 décembre prochain, soit après l'investiture annoncée du président de la République. Dans le reste de l'actualité nationale, le plan de riposte communautaire contre le coronavirus mis en place par le ministère de l'Administration du Territoire et ses partenaires dont l'UNICEF a été revu à mi-parcours ce mercredi à Conakry, lancé depuis le 8 août dernier, il faut le rappeler, pour une durée de 6 mois. Les acteurs impliqués dans cette riposte se sont félicités du niveau d'avancement de la riposte et les résultats obtenus sur le terrain. Le point avec André Mossi-Milimono et Ibrahim Assouma. Le ministère de l'Administration du Territoire, en tirant les leçons du passage de la maladie à virus Ebola en Guinée, a avec UNICEF conçu le plan de riposte communautaire contre la COVID-19. Celui-ci est basé sur la sensibilisation des populations. Les administrateurs territoriaux, les religieux et acteurs de la société civile ont rapidement été mis au centre du projet. C'est le moment de redoubler d'ardeur dans la sensibilisation. Le combat contre l'ennemi commun doit se poursuivre ainsi que la lutte contre les rumeurs malveillantes. Car, ne l'oublions pas, le relâchement du respect des gestes barrières par nos communautés risque de nous induire dans une nouvelle vague de contagion aux conséquences énormes. S'agissant de la stratégie de sensibilisation, la gestion des rumeurs sur la COVID-19 a été la principale tâche. 28 groupes d'action locale composés de 9 membres chacun ont été formés et équipés. Chaque semaine, ces groupes collectent et remontent des rumeurs pour ensuite être rectifiées. L'UNICEF se félicite de l'impact de ce projet dans la lutte contre la COVID-19. Le projet a contribué de manière significative à la mise en place d'une dynamique fonctionnelle de coordination sur la gestion épidémiologique de la pandémie, incluant le niveau central, MATD, ANSS et partenaires clés, régional, gouverneur, DRS, SERACO et local, préfet, maire, religieux. À date, 2367 émissions radiophoniques ont été réalisées à travers des médias, notamment les radios communautaires, pour la sensibilisation des populations. Les rumeurs sur la maladie ont considérablement diminué, ce qui a conduit à la maîtrise des réticences au niveau de la société. Il faut une pérennisation, soit avec des ressources locales ou bien appuyées par des ressources internationales, parce que la lutte contre la Covid ne va pas s'arrêter en fin décembre. Et le corona aussi ne va pas disparaître en fin décembre.
On en a encore pour quelques mois ou quelques années. Le projet sera clôturé en fin décembre, mais toutefois avec l'espoir qu'il pourrait être prolongé. ZIS Partenaires et la Sobragi ont plutôt fait un don de kits sanitaires ce mardi à la commune de Matam. L'initiative, vous allez le voir, vise à lutter contre la pandémie de coronavirus. Reportage Marissa Camara et Abdoulaye Camara. Le combat contre le coronavirus n'est pas encore vaincu. C'est le constat fait par des observateurs et les professionnels de santé. Pour protéger la population de cette pandémie, la GIZ et la Sobragi passent par la distribution des kits sanitaires. Pour cette première étape, c'est la commune de Matam qui va recevoir les donateurs. Tout simplement parce qu'on ne peut pas tout faire et que notre commune, c'est Matam. Donc du coup, le plus facile pour nous, c'était d'aider Matam. Je sais bien qu'il y a évidemment des besoins un peu partout. La Sobragi invite toujours les citoyens au respect des gestes barrières pour se protéger de cette pandémie de coronavirus. Oui, on a reçu des kits, nous allons les utiliser à très bonne échéance. Parce que vous savez tous que cette pandémie-là a fait beaucoup de victimes. Si cette initiative-là vient chez nous, nous dirons que vraiment elle est la bienvenue. C'est un plaisir pour la GIZ de collaborer avec la Sobragi pour freiner cette pandémie. Le personnel de la Sobragi a bénéficié d'une formation sur comment se protéger du virus, un aspect bien apprécié par la GIZ. Les brasseries ont produit elles-mêmes des solutions hydroalcooliques. On a vu qu'avec la Sobragi, c'était possible. Et donc, on a vu également qu'est-ce que nous, GIZ, on pouvait apporter dans ce projet. La formation, oui, non seulement du personnel, mais aussi du personnel de santé de toute la commune pour que ça bénéficie pas seulement au personnel de la Sobragi, mais aussi à la population guinéenne en général. Après la commune de Matam, d'autres communes comme Matoto pourront bénéficier de ce programme. L'humanité a célébré ce 9 décembre la journée internationale de la lutte contre la corruption. En Guinée, elle est placée sous le thème « Gouverner autrement ». La cérémonie est organisée par l'Agence nationale de la lutte contre la corruption avec l'appui des institutions onusiennes. Bernard Kondono, Abakar Keke Bangoura pour le compte-rendu. C'est la 17e célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Placée sous le thème « Gouverner autrement », elle est organisée cette année en Guinée par le système des Nations Unies en collaboration avec l'Agence nationale de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. La stratégie « Gouverner autrement » doit davantage mettre un accent particulier sur le renforcement de la gouvernance multisectorielle, la qualification significative des politiques et mesures visant à une croissance forte, inclusive et durable, en vue de la réalisation des axes du Plan national de développement économique et social PNDS, nouvelle génération, et de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD à l'horizon 2030. Pour le chargé des programmes du PNUD, le problème de la corruption reste encore un défi en Guinée, même si le pays s'est engagé à lutter contre le fléau à travers l'adoption d'une loi contre la pratique. Le PNUD, par sa voix, invite le gouvernement à poursuivre cette dynamique tout en s'engageant à le soutenir. L'adoption de la loi L 2017-041/A1 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et pratiques assimilées avait certes suscité un grand espoir chez bon nombre de Guinéens et amis de la Guinée. Mais, il faut se le dire, vous conviendrez avec moi que ce n'est qu'un début. Nous devons poursuivre cet élan et même l'intensifier, car le phénomène de la corruption a plusieurs facettes et reste difficile à combattre. C'est le 31 octobre 2003 que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a adopté la Convention des Nations Unies contre la corruption. À ce jour, 187 pays sont signataires de ladite convention, dont la Guinée. Voilà le reportage donc de Bernard Kondono.
Il faut dire que le secteur immobilier est le plus touché par la corruption et le blanchiment d'argent. Oui, il faut le préciser, ce qui ressort de l'étude menée par l'Association guinéenne pour la transparence. Aujourd'hui, les membres de cette structure dénoncent la non-normalisation ou plutôt la non-formalisation de ce secteur devenu plus vulnérable en Guinée. Ils ont également attiré l'attention de l'opinion publique sur la non-vulgarisation de la loi contre la corruption et la non-application de ces tests. Djibril Ba et Ibrahima Souma pour plus de précisions. La corruption et le blanchiment des capitaux restent une pratique qui freine tout développement économique et social d'une nation. En Guinée, le phénomène est plus perceptible dans l'immobilier. Selon les enquêtes menées en 2019 par l'Association guinéenne pour la transparence, sur 40 agences immobilières, les résultats montrent que le pays a du chemin à faire dans la lutte contre la corruption. L'immobilier n'est pas formalisé. C'est l'un des secteurs qui n'est pas formalisé en Guinée. Et quand vous regardez même dans leur sein, il n'y a pas une organisation socio-professionnelle qui les gère, qui les oriente. Même si vous voulez avoir tout de suite un répondant au niveau des immobiliers, tout de suite, vous avez des problèmes. Les récentes données de l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance, les droits de l'homme et la sécurité montrent aussi que la Guinée ne donne pas la figure d'un bon élève. Le pays a en effet connu un recul de 2 points. En Afrique, nous avons été 39e. Et nous avons reculé parce que les années 2018-2019, nous avons occupé la 37e place. Mais si cette fois-ci, nous sommes à la 39e place, ça veut dire déjà que nous avons reculé de 2 rangs. Et quand vous regardez le quota que nous avons eu, on était à 43 points et cette fois-ci, on est à 41 points. Le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens par la ministre de l'Enseignement technique n'a pas laissé de marbre notre interlocuteur. Ce dernier dénonce le laxisme de l'État dans la poursuite des enquêtes concernant ce dossier. Parce que ça montre déjà que la volonté n'est pas là pour aller au bout, pour poursuivre effectivement une information quand un journaliste ou quand une personne, n'importe laquelle, fait des alertes et des annonces. Le rôle du gouvernement, c'était de poursuivre la procédure et que la justice cherche à trancher pour dire tel est coupable, tel ne l'est pas coupable. Ce jour, l'AGT poursuit ses efforts en sensibilisant sur les pratiques néfastes de la corruption et le blanchiment des capitaux. Elle élargit ces mêmes efforts à des institutions supranationales pour que ces phénomènes s'estompent. Le ministre de la Jeunesse, Mokhtar Diallo, a procédé ce mercredi à l'inauguration de la maison des jeunes de Kipé, celle à la commune de Ratouma, une infrastructure dont les travaux ont démarré, il faut le rappeler, depuis 2015. Grâce à la coopération sino-guinéenne, la construction de cette maison est une manière, selon le ministre en tout cas de la Jeunesse, de rendre hommage aux jeunes Guinéens, Moustapha Fadama Kourma et Justin Leno. C'est une nouvelle maison des jeunes composée de 12 bureaux, 8 climatiseurs, 10 ordinateurs et 10 ventilateurs. Elle est bâtie sur une surface de 640,39 mètres carrés grâce à la coopération sino-guinéenne. Mesdames et messieurs distingués invités, nous sommes satisfaits aujourd'hui que nous procédions à la remise officielle de la maison de jeunesse de Kipé. Vive la coopération sino-guinéenne. L'infrastructure est construite sur un espace qui appartient aux jeunes, mais qui avait été accaparé par X. Sa récupération a fait l'objet de polémiques. Mais grâce à la jeunesse et le défunt maire de Ratouma Taran Diallo, le domaine a été récupéré. Mais il faut rappeler que cela a été fait sous la coupole de feu Taran, M. Souleymane Taran Diallo, qui est décédé. Je voudrais lui rendre un hommage, un vibrant hommage, parce qu'il a été aux côtés de ces jeunes. Il faut le rappeler, il n'est pas là. La pose de la première pierre avait lieu en 2015 par le président Alpha Condé. Après plus de 5 ans, la maison des jeunes de Kipé est inaugurée ce mercredi par Mokhtar Diallo, ministre de la Jeunesse. Mesdames et messieurs, cette nouvelle maison des jeunes dont nous recevons les clés ce jour, mercredi 9 décembre 2020,
vient s'ajouter à la longue liste d'infrastructures réalisées par le gouvernement guinéen conduit par Dr Kassori Fofana. Cette maison des jeunes, comme l'a dit ici monsieur le chef de quartier d'ailleurs, est un centre de formation, d'orientation, d'éducation et d'insertion socio-professionnelle. Désormais, les jeunes des 34 quartiers de Ratoma pourront utiliser cette maison des jeunes. Le ministre de la Jeunesse a annoncé la construction d'autres infrastructures sociales pour la commune de Ratoma et autres de la capitale. Et puis c'est une excellente nouvelle pour les usagers de la route ici à Conakry. Le rond-point de la tannerie situé dans la commune de Matoto vient d'avoir les feux de circulation routière. Ils imposent désormais aux usagers, véhicules et piétons. De nombreux chauffeurs sont surpris de ces dispositifs routiers qu'ils ont du mal même à respecter. Ce mercredi, notre équipe a fait le constat. Je vous propose de suivre le reportage de Dienab Bangoura et Doulaye Kamara. C'est une première pour les usagers de voir ces feux de signalisation pour la régulation du trafic routier au rond-point de la tannerie dans la commune de Matoto. Ils sont surpris de ces dispositifs au point que certains passent sans y prêter attention. Pendant ce temps, les policiers, eux, vont dans tous les sens pour informer les usagers, les piétons et les chauffeurs. Vu la densité de la circulation à Conakry, vraiment, ce n'est pas facile de régler ça mécaniquement ou bien physiquement. Si l'État a eu vraiment l'initiative d'alléger notre effort par des moyens électroniques, nous le remercions. Ici, 4 feux de signalisation sont installés. 2 sur les routes secondaires, un vers la Corniche et le second en remontant vers Koza, qui sont réglés à 45 secondes. Les 2 autres sont sur l'autoroute qui sont réglés à 1 minute selon commandant Kondé. Ces feux de signalisation ont 3 couleurs, le rouge, le vert et l'orange. Et toutes ces couleurs ont leur signification. La couleur verte, ça c'est la couleur qui donne l'autorisation aux usagers de passer. Orange, ça c'est le feu préparatif. Le rouge, ça c'est le feu de stop. Chez les usagers, c'est un ouf de soulagement. C'est une très bonne chose pour nous. Non seulement ça nous permet ici d'éviter assez d'accidents dans le carrefour, et encore c'est une manière de moderniser encore la circulation des carrefours de la tannerie. On est très content parce que le fait de signalisation, ça c'est notre dos. Le membre de syndicat c'est notre dos. Tous les véhicules qui travaillent à la commune ou bien le pays, vraiment, ça répondait le syndicat. S'il y a des meilleurs, on a de bons noms. S'il n'y a pas de meilleurs, on n'a pas de bons noms. Ce jeune conducteur de taxi-moto accuse la sécurité routière de l'avoir arrêté sans avertissement alors qu'il avait respecté ses signaux. J'ai quitté Madina pour la maison. Arrivé ici, les policiers m'ont arrêté. Je ne savais pas que des feux de signalisation sont installés à ce niveau. C'est hier qu'ils les ont installés. Les policiers ne donnent aucune information. Ils viennent seulement bloquer ta moto. Depuis 12 heures, je suis là. Bientôt 15 heures et je ne suis toujours pas libéré. Je les supplié, mais ils m'exigent de payer 110 000 francs guinéens pour récupérer ma moto. Pourtant, depuis 6 heures, aucun usager de la route n'a été arrêté, nous rassure commandant Kondé. Selon lui, cette semaine est consacrée à l'éducation et à la sensibilisation des citoyens. Dernier virage de cette édition d'information exclusivement consacrée, vous l'avez compris, à l'actualité nationale avec cette rubrique Notre Angle qui nous amène aujourd'hui, comme je le disais au début de ce journal, à Mamou, précisément à Timbo, capitale du Fouta théocratique. Ce petit village situé entre Mamou et Dabola occupe à lui seul l'essentiel de l'histoire du Fouta Djallon avec une quinzaine de sites, vous allez le voir, chacun avec une histoire à la fois particulière et remarquable. En plus d'être la capitale du Fouta théocratique, Timbo était aussi le lieu de résidence des Almamis du Fouta Djallon. Notre correspondant régional est allé interroger un des témoins des faits pour tenter bien sûr de reconstituer l'histoire. C'est un grand format signé Alpha Mamadou Bari.
sommes à Timbo, capitale du Fouta théocratique. Cette localité regorge une quinzaine de sites, chacun avec une histoire particulière. Nous allons visiter quelques-uns avec notre guide, lui qui connaît l'histoire. C'est au niveau de ce bâtiment-là que résidait l'administrateur blanc. Les administrateurs blancs qui sont succédés ici, résidaient ici, avaient leur bureau ici, avaient leur aussi logement ici. Ce bâtiment aurait été construit vers 1908 à base de pierres taillées, la toiture en tuiles. Au départ des administrateurs blancs, la maison a servi de bureau pour les commandants d'arrondissement qui se sont succédés. Il y a deux commandants d'arrondissement, commandant Thiam et Kabayayak, qui ont séjourné pendant longtemps, mais après leur départ, celui qui est venu après, lui, il s'est dit que Timbo, la résidence là était beaucoup plus éloignée du village, donc il fallait rester au village là-bas. Le bâtiment qui servait de poste à l'époque, qui appartient à la poste, et le commandant d'arrondissement est parti s'installer là-bas, abandonner le bâtiment. C'est ainsi que des fous ont occupé après l'espace et ont fini par brûler la maison. À quelques mètres de là, le cimetière des Blancs. Ici reposent tous les colonisateurs blancs décédés dans la capitale du Fouta théocratique. Il y a ces tombes ici, mais comme les inscriptions disparu, on ne peut pas dire que c'est la tombe de tel ou de tel, mais tout compte fait, on sait que ce sont uniquement les Blancs qui ont été enterrés ici. L'histoire nous enseigne que le premier almami de Fouta fut Alpha Ibrahima Sambégou, aussi appelé Karamoko Alpha Motimbo. Notre guide est l'un des descendants de cette famille. Je suis Sadou Bari, fils de Alpha Mamadou Pate Bari, lui-même fils de Alpha Omar. Alpha Omar, fils de Almami Amadou, Almami Amadou, fils de Alman Bokar, Alman Bokar, fils de Almami Ablaye Bademba, Almami Ablaye Bademba, fils de Karamoko Alpha. Karamoko Alpha fut incontestablement le principal artisan du triomphe de l'islam au Fouta. C'est lui qui a gêné 7 ans, 7 mois, 7 jours pour le triomphe de l'islam au Fouta Jalon. Et c'est après qu'il a vu ça en rêve, que le triomphe sera du côté des musulmans. Après maintenant, il a appelé tous les musulmans, il a envoyé des gens auprès des musulmans qui existaient dans différentes dieux du Fouta Jalon à l'époque, différentes parties, on n'appelait pas ça dieux, dans le Labé, dans le Kouing, ainsi de suite, dans le Kolade, Kankalabé. Bon, c'est après ça, ils se sont mobilisés maintenant. Ils se sont dit, voilà, la victoire sera de notre côté. Nous devrons engager la lutte pour que l'islam triomphe au Fouta. Qu'on ne doit plus se cacher ici pour prier. On doit prier, on doit avoir nos mosquées. C'est après ça qu'il y a eu l'organisation de la bataille de Talansan, qui fit une victoire éclatante pour tous les musulmans à l'époque, qui a abouti à la formation de l'État théocratique du Fouta. Et c'est ici, dans cet endroit appelé Diwanu Konoto, que le Fouta théocratique a été sous-divisé en provinces ou diouets juste après la bataille de Talansan en 1726. Après la victoire de Talansan contre les mécréants, les érudits du Fouta se sont regroupés ici. Ils ont étalé ici les peaux de bêtes et ils se sont entendus ici pour partager le Fouta en 9 diouets ou provinces. Maintenant, quand ils ont fini ce partage-là, ils ont soulevé la peau de ces bêtes. Ils ont retrouvé ici 9 trous qui symbolisaient les 9 diouets dont ils rêvaient. Le pouvoir au Fouta est fondé sur l'alternance. Tous les 2 ans, les 2 familles régnantes, Soria et Alfaya, se succédaient au trône sous la bénédiction des sages et de la notabilité. Ici, c'est Pitaontabalde Soria. Et les gens de la famille Soria, comme vous le savez, le Fouta, il y avait l'alternance du pouvoir entre la famille Alfaya et la famille Soria. Les 2 ans de la famille Alfaya,
les gens de Soria s'est retirés derrière le fleuve là-bas, le fleuve Bafi. Donc, et quand le pouvoir de la famille Alfaya aussi terminé, et aussi on les accompagne, ils vont de l'autre côté. Maintenant ici, par exemple, dès que le pouvoir de la famille, si on prend Bokabiro par exemple, un exemple, son premier mandat, quand ça s'est terminé, on l'avait accompagné jusqu'ici. De là, il est parti dans son village de sommeil à Sogotoro là-bas. Almami Amadou a occupé le terrain. Lui, il est resté là-bas comme Almami pendant ces 2 ans. Maintenant, après ces 2 ans, il retourne. C'est ici encore on l'accueille avant d'arriver à la mosquée. Voilà qui prouve que le Fouta théocratique était bien structuré et surtout très bien géré avant l'arrivée des colonisateurs qui ont réussi à diviser pour régner. Voilà, merci donc Alpha Mamoudou Bari pour ce brillant reportage. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de cette édition d'information, une édition réalisée par Mamadou Kalisso. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par le très discret Lamine Sidibé, assisté bien sûr de Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Espace et Calac TV. Bonsoir.